Merci, c'est très aimable à vous. Je m'appelle Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye. J'étais le tueur de confiance de Pablo Escobar. J'ai tué plus de 250 personnes de mes propres mains. Notre organisation en a tué 50 000. Il y a peu de temps, je suis sorti de prison. Je suis tueur professionnel. Je tuais pour de l'argent. J'ai tué aussi par amour et respect pour Pablo Escobar. Le gars pris en otage était éventré. Son estomac, ses entrailles, tout sortait. Chacun de nous pouvait tuer 5, 6, même 12 personnes par jour. Je sentais les fragments de son crâne sur mon visage. Ils lui ont brûlé la cervelle. Tuer et poser des bombes est facile pour moi. Je suis un expert en terrorisme, kidnapping et crimes de toutes sortes. Je me suis aperçu que mon père était parmi les corps dans ces sacs. Si Pablo Escobar m'avait ordonné de tuer mon propre père pour avoir nui à notre organisation, je l'aurais fait. Dans les années 1980, Medellín était considéré comme l'un des endroits connaissant la plus forte criminalité au monde. C'est ici que le baron de la drogue, Pablo Escobar, tenait le tristement célèbre cartel de Medellín. Cette organisation criminelle a gagné des millions de dollars grâce à la cocaïne et son chef tuait toute personne qui se mettait sur son chemin. Même si le cartel est responsable de milliers de morts, Pablo reste un personnage populaire parmi les plus pauvres du pays. Dans certaines parties de la ville, il était même connu sous le nom de Robin des Bois colombien. Medellín est également la ville d'un ami proche d'Escobar, qu'on appelle Popeye. Il a avoué avoir tué 250 personnes et organisé 2500 meurtres. Il a passé 23 ans en prison pour ses crimes. Popeye n'est pas devenu un paria dans la ville où il tuait. Au contraire, il est très populaire et se présente comme un blogueur et activiste politique. Nous sommes venus à Medellín pour le rencontrer, pour essayer de comprendre ce paradoxe colombien. Pourquoi est-il traité comme une superstar? Je dois avouer, j'étais très nerveuse avant notre rencontre. Bonjour. Salut, Je m'appelle Lydia. je m'appelle Jairo Velázquez, mais vous pouvez m'appeler Popeye. Enchantée. S'il vous plaît, asseyez-vous, señorita. N'avez-vous aucun garde du corps? Non, aucun. La police ne me l'aurait pas permis. Ma sécurité ne dépend que de moi. Regardez, j'ai apporté 2 de mes livres. Ça, c'est le premier livre. Il a été écrit en prison. C'est sur mes aventures avec Pablo Escobar. Je vais vous montrer une photo où on est ensemble. Elle a été prise dans la prison La Cathédrale. C'est mon premier livre. Et voici mon deuxième livre. C'est sur mes aventures en prison. Une série télévisée a été faite à partir de ce livre, Gigi. S'ils l'avaient appelé Popeye, ils auraient empiété sur les droits d'auteur. Regardez. Voici l'affiche que la police utilisait à l'époque. Voici la récompense. Oui, c'est moi. Voici El Mugre, Otto et Pinina. Et voici la récompense qu'ils offraient pour le boss. Rechercher, c'est mauvais si tu es un criminel, mais cela faisait rire le patron. C'était une guerre brutale. Jamais une autre organisation criminelle dans le monde n'aurait défié aussi ouvertement l'État. Nous avons tué 540 policiers et blessé 800 autres. En arrivant à votre hôtel, vous êtes passé par la zone de guerre où on se battait avec la police. Medellín est une très belle ville avec un climat agréable, mais elle est bâtie sur un cimetière. N'avez-vous pas peur en marchant dans les rues? Ne pensez-vous pas que quelqu'un va essayer de vous tuer? Lydia, un homme comme moi n'a pas peur. Si quelqu'un veut me tuer, qu'il me tire dessus. Je n'ai pas peur. Je marche dans les rues librement, sans avoir peur d'être tué.
Et c'est entre les mains de Dieu. Et j'ai des amis puissants qui me protègent. Nous avons des touristes du monde entier. Le tourisme ici repose surtout sur les adolescents, qui viennent pour la coke, Escobar et Popeye. Medellín est connu partout dans le monde, grâce à Pablo Emilio Escobar Gaviria. Au milieu des années 80, l'empire de la cocaïne de Pablo Escobar a été menacé. Le gouvernement colombien a signé un accord avec les États-Unis, permettant l'extradition des seigneurs de la drogue locaux aux USA. C'était un énorme problème. Pablo Escobar a dit « Mieux vaut une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis ». Les États-Unis nous auraient condamnés à 60, 70 ans ou à vie. Nous nous sommes mis à poser des bombes pour tuer des ministres, des journalistes et des juges. Nous pouvions kidnapper des hommes politiques pour qu'ils modifient la Constitution, pour arrêter l'extradition des Colombiens. En 1990, j'étais officier de la police. C'est alors que le docteur Federico Estrada Vélez a été kidnappé. C'était un homme politique local important. Il défendait l'extradition des membres de cartels aux États-Unis. Le siège général de la police nous a ordonné de patrouiller dans les rues. Nous avions des preuves que le kidnappé était gardé dans le quartier d'Estrella. Le patron nous a ordonné de tuer les officiers de police sans faire de différence. Contre de grands groupes de policiers, des véhicules piégés étaient utilisés. C'est ici que c'est arrivé. Un bus s'est arrêté à cet endroit-là. J'ai dit à mon stagiaire « Attends avant de monter dans le bus, nous ne savons pas qui est dedans ». Le dernier passager qui est descendu avait 20-25 ans. Il a attaqué mon stagiaire, il l'a saisi par le cou. Ensuite, il nous a menacés avec un pistolet et a sorti une grosse grenade. Il a tiré la goupille et s'est mis à la brandir devant tout le monde. C'était l'un des tueurs à gages de Pablo Escobar. Quand il a levé sa main, j'ai vu qu'il y avait des explosifs autour de sa ceinture. Un sniper a tué l'attaquant. Il a été abattu d'une balle dans la tête et il est tombé. La grenade était à côté de lui. Je me suis rendu compte qu'elle exploserait dans 10 secondes ou que je la lance, il y aurait eu des morts. Je l'ai prise dans ma main droite, dans l'espoir de la jeter par-delà toutes ces personnes, mais malheureusement, c'était trop tard. Elle a explosé dans ma main. J'ai été projeté à 5 mètres. Nous étions tous blessés. Le sergent qui était présent a vu sa jambe déchirée en 6 morceaux. Le gars qui a été pris en otage a été éventré. Son estomac, ses intestins étaient sortis. Ma jambe était dans un tel état que les médecins songeaient à l'amputer. J'ai organisé plusieurs explosions. Je devais m'éloigner jusqu'à 50 mètres en fonction de la quantité de dynamite. Je gardais la bouche ouverte pour empêcher mes tympans d'être endommagés par l'explosion. D'abord, vous voyez le feu, puis vous entendez le coup. C'est fou. C'est très impressionnant. Une explosion, c'est majestueux. Ça va les gars? Bien? Que Dieu te bénisse. Tu es très gentil, merci. Salut, comment allez-vous? Ça va bien? Je pense que l'âme de Popeye est morte. Il a un corps mais pas d'âme. Il ne se rend pas compte des dommages qu'il a causés. Il pense que c'est normal, que c'est permis. Il dit « j'aime tuer, 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 et je n'ai pas de regrets ». Quand tu deviens tueur, ton âme meurt. Nous ne pleurons pas. Je sens que mon âme est morte. Je suis un homme croyant, mais mon âme est morte.
C'est la volonté de Dieu. En ce moment, il me donne une seconde chance. Dieu pardonne toujours. Voici la cicatrice laissée par une balle. Je l'ai reçue lors d'un combat contre la police et l'armée. Il visait toujours ma main utile. Donc, étant blessé ici, j'ai dû continuer à tirer avec ma main gauche. J'étais bon à ça. C'était pas compliqué. La balle m'a arraché une artère. Les médecins ont dû prendre une veine d'ici pour remplacer l'artère. Nous étions des guerriers luttant pour notre propre vie. Ce bras sera couvert de crâne avec une bougie allumée au milieu. Il n'y a qu'un seul crâne à faire. Une fois terminé, ce sera complet. Cela signifie la mort. Ici, c'est marqué soldat et le général de la mafia. Voici Jésus-Christ. Je n'aurai que des personnalités religieuses sur ce bras. Cela signifie la vie. Chacun est libre de choisir entre la mort et la vie. Un bras appartient à Dieu, l'autre au diable. Alors que nous nous préparions pour notre voyage à Medellín, on nous avait prévenu que c'était un endroit où l'on pouvait tuer quelqu'un pour $1. Impossible pour nous de ne pas poser des questions sur les tarifs actuels. Pour tuer le conducteur de cette voiture, la BMW là, depuis une moto, je demanderais $50 000. Parce qu'il y a beaucoup de caméras et les gens se mettraient tout de suite à faire des photos. Il y a beaucoup d'agents infiltrés de la police. Donc le risque est élevé. Mais un meurtre dans un quartier criminel ne coûte presque rien. Nous nous dirigeons vers une zone contrôlée par des bandes, où un meurtre coûte le prix d'une balle, soit $1. Coupé. Merci. Bon travail. Très réaliste. Je me réinvente. Alors je travaille beaucoup. Je travaille tout le temps. Chaque jour, je me lève à 5 heures du matin. Gigi, ma série sur Netflix, paraît ce mercredi. Moteur. Action. Où est Vladimir? Je suis là, imbécile. Pose ton flingue. C'est comme ça que tu voulais me voir. Adieu, ordure. C'est enrayé. Mon film, Tueur professionnel, est en train d'être tourné. Beaucoup a déjà été fait. Il sera prêt dans 2 mois. J'envisage de jouer dans la saison 3 de Narcos. J'aimerais également jouer dans un film hollywoodien tourné au Mexique, parce que j'aime le Mexique. Prêt. Action. Dans mon enfance, j'aimais vraiment les armes à feu. C'est pourquoi j'ai rejoint la marine colombienne. J'avais une large mâchoire et j'étais assez fort. Un jour, j'étais de retour dans mon quartier, avec mon uniforme. Quand un voisin a dit « C'est Popeye ?» Quoi qu'il en soit, il s'est avéré qu'il n'avait pas de navire de guerre, seulement de vieux bateaux en bois. J'ai démissionné. Je n'avais aucun désir d'aider ma famille. Je voulais seulement tirer, tuer et avoir des doses d'adrénaline. L'argent était également bienvenu. Quand j'ai rencontré Pablo Escobar et regardé dans ses yeux, j'ai vu l'amour. Je voulais être avec lui tout le temps et ne plus jamais le quitter. Je n'avais pas de copine, je ne buvais pas d'alcool. Je voulais simplement tuer pour le compte de Pablo Escobar. J'ai vu plusieurs psychiatres en prison, ils n'ont trouvé aucun symptôme psychopathique. Si les psychiatres disent que Popeye est OK, je suppose qu'il n'est pas dangereux de lui demander de montrer comment il torturait et tuait à l'époque. Il a accepté notre demande avec enthousiasme. La mafia attache le fil négatif au gros orteil et le fil positif au pénis de la victime. Elle reçoit alors des chocs répétés
Cela peut durer 3 jours selon l'endurance de la personne. Une autre torture consiste à poser un chiffon dans la bouche. Vous le maintenez ici. Ensuite, vous placez un tissu imbibé d'essence, d'eau et de savon sur le visage. La victime est obligée d'inhaler. Ses yeux commenceraient à sortir. C'est une torture brutale. Un tueur professionnel, un véritable tueur professionnel, garde constamment son pistolet entièrement assemblé avec le cran de sûreté. Les tueurs professionnels utilisent des revolvers. Ils tirent 2 fois, par ici et par là, entre les sourcils et la ligne des cheveux. Un amateur tire plus bas. Cela montre la peur. Il pourrait tirer ici, ou ici, dans l'estomac. Vous pourriez survivre, mais ici, il n'y a aucune chance. Cela a l'air affreux, en fait. Merci. De rien, señorita. Après l'assassinat, ils reviennent poser une énorme bougie devant l'autel de la Vierge. Les marchands de drogue vénèrent la même Vierge. Ils priaient Sainte Marie, je vais passer 500 kilos en contrebande, je vais en bateau vers le Panama, par le golfe d'Urabá, et si la cocaïne arrive aux États-Unis, je construirai une chapelle près de chez moi. Je dis toujours, si vous voulez extrader tout le monde, commencez par la Sainte Vierge. Elle est l'allié principal des trafiquants de drogue et des tueurs. Extradez-la. Mettez-la en prison. Coupez. C'est moi à l'académie de police. Je portais souvent des jupes. Pendant 2 ans, j'ai essayé d'entrer à l'université, mais j'ai échoué parce que mon père n'avait pas assez d'argent. Donc je suis devenue policière. J'étais parfaitement apte. Tous mes membres étaient en place et maintenant il me manque un bras. Je ne pourrais pas réaliser mon rêve et devenir un sergent de police supérieur. Ça a ruiné ma carrière. J'ai dû apprendre à tout faire avec ma main gauche, mais j'y arrive pas. Je dois encore faire face à des remarques désobligeantes. Parfois dans la rue, on me demande pourquoi j'ai une prothèse. Heureusement, je suis devenue psychologue et j'ai obtenu une maîtrise en droits de l'homme. Le gouvernement m'a trompé. Seules les victimes de crimes contre l'humanité reçoivent des prestations d'invalidité. Mon cas pourrait être considéré comme tel, car la grenade qui m'a mutilé était comparable à une mine terrestre. Cependant, on me dit toujours que ce n'était qu'un crime ordinaire. Voudriez-vous le rencontrer? Pour apprendre la vérité sur ce qui s'est passé avec moi pendant cette opération de libération d'otages, bien sûr. J'ai répété à plusieurs reprises que je n'avais pas peur de lui. Je n'ai peur d'aucun membre du cartel. Cela pourrait être intéressant de lui parler, de lui apporter des excuses de la part du cartel pour la perte de son bras qui a changé sa vie. N'avez-vous pas peur d'être traité avec hostilité? Non, il ne se passera rien de mal. Nous n'entrerons pas dans un combat de rue. Si elle est agressive, nous partirons, tout simplement.
Rosalba, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle John Jairo Velázquez Vázquez. Appelez-moi Popeye. Enchanté. Comment allez-vous? Puis-je m'asseoir? Bien sûr. Merci. Comment allez-vous, Rosalba? Bien. Vous êtes toujours une policière de votre âme? Policière d'un jour, policière toujours. Oui, bien sûr. Ils m'ont aidé à vous contacter. On m'a demandé à propos d'Estrella si la police avait été attaquée là-bas. J'ai dit que oui, mais aussi que tous les policiers n'étaient pas corrompus et que parfois, ils nous affrontaient. Nous tuions des corrompus comme des honnêtes, sans faire de différence. C'était une guerre et le cartel de Medellín en était responsable. J'ai été emprisonné, j'ai passé 23 ans en prison. Je suis le seul membre du cartel à avoir purgé toute ma peine, à avoir payé pour votre bras. Je représente la mémoire collective du cartel et je voudrais m'excuser. M'excuser devant vous pour la perte de votre bras et tout le dommage causé à vous et à votre famille. D'accord, merci. Dieu merci, vous êtes vivante après tout. C'était un dur combat. Je suis bouleversée parce que ma mère a tellement souffert pour moi. Elle a beaucoup souffert. C'était si difficile pour elle. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu qu'elle soit interviewée. Elle voulait venir aussi, mais je lui ai dit de ne pas le faire. C'est inutile de rouvrir les vieilles blessures. Le journaliste a demandé ce que je pensais de vous. Vous savez ce que j'ai dit? Cet homme a payé ses dettes. Merci. J'ai été une victime du conflit. J'aimerais vous poser une question. Bien sûr. Ce qui m'intéresse, ce sont les détails du kidnapping de Federico Estrada Vélez. Est-ce que ça a été fait par des militants ou des rebelles? Ou quelqu'un l'a-t-il ordonné? Écoutez, Federico Estrada Vélez a parlé d'extradition. Pablo Escobar a ordonné son kidnapping. Oui, il a été impliqué dans l'opération, mais j'ai demandé à être reconnu victime d'un acte de terrorisme. J'ai déposé une demande et on m'a dit que je devais d'abord prouver que c'était un crime lié à la drogue et que les hommes d'armes du cartel avaient été impliqués. Le kidnapping a été organisé par le cartel. Mais comment demander d'être reconnu en tant que victime? C'est très simple. Les militants fidèles et Carlos Castano étaient dans le cartel. Je serais heureux de témoigner devant le tribunal si vous me le demandez. C'était un conflit entre l'armée et Pablo Escobar avec les rebelles. Donc vous êtes une victime. Merci. C'est la vérité que je voulais entendre. Je témoignerai quand vous voudrez. Prenez mon numéro. Je vais témoigner de bonne foi. Merci. C'est très gentil de votre part. J'ai pris part à ce kidnapping. Oui, je sais. Je vous remercie de me respecter. Je demande humblement pardon à votre chère mère. Je suis prêt à m'excuser en personne. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Salut, comment ça va? Je pourrais avoir une dédicace? Bien sûr. Allons nous asseoir là-bas. Maintenant, je suis au calme. Parce que quand vous connaissez la vérité, vous pouvez vous calmer. Eh bien, disons, je crois sérieusement que les gens peuvent se repentir. Il a demandé pardon. Et il l'a fait avec humilité. J'aime la douleur. J'ai un seuil de douleur élevé. Je n'allais pas chez le dentiste en prison car tant de détenus avaient le sida et la stérilisation était de piètre qualité. Mes dents étaient en ruine. Maintenant, on me les soigne. Je passe des heures chez le dentiste. En prison, j'ai survécu à de nombreuses tentatives de meurtre et à d'autres épisodes dangereux. Après tout, il y avait 6000 tueurs là-bas. Ils étaient tous intrépides avec des pistolets, des revolvers, des mitrailleuses, des grenades.
même des RPG. J'ai survécu grâce à la discipline, à l'expérience et parce que je savais avec qui il fallait être ami. Un ancien ennemi qui est maintenant l'ennemi de ton ennemi peut devenir ton ami. Merci, à bientôt. Au revoir. Ils ont essayé de me tuer 7 fois avec du poison, par balle, avec des couteaux empoisonnés. En prison, ils ont des trucs spéciaux. Ils cachent des tuyaux dans leur rectum, des tuyaux en plastique avec des poignards dedans. Avant de poignarder quelqu'un, ils essuient le couteau dans les excréments. Et puis ils poignardent les victimes qui meurent d'une infection terrible. Je ne viens pas souvent ici, il faut que je sois prudent. Ce n'est pas sûr pour moi de me rendre au même endroit à plusieurs reprises. C'est le tombeau de mon patron, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Je me souviens de sa force brutale. C'était un homme très fort. Il n'avait pas peur de la mort. Chacun doit mourir, personne n'y échappe. Et il savait que tôt ou tard, il se retrouverait dans la tombe. Les gens qui laissent les notes viennent de partout, du Honduras, de la Bolivie, du monde entier. Ils laissent des messages au patron. Ils demandent des miracles, pour du boulot, de l'argent. Ils lui demandent de bénir leur fusil avant un homicide. Donc les flics viennent souvent ici. Les gens sniffent de la cocaïne sur la tombe du patron. Ils déposent de la marijuana pour lui. Le tombeau est surveillé parce que les satanistes et les mafieux ont essayé de voler le crâne de Pablo Escobar. Le meurtre est répandu en Colombie. Le pays est en guerre. Mes amis ont été assassinés ici. Et j'ai assassiné des amis d'autres personnes. C'est normal. C'est une culture de la violence. À l'époque, tout juge qui ouvrait une enquête contre Pablo Escobar ou un de ses hommes était un homme mort. Par exemple, le docteur Gustavo Zuluaga. J'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu 2 hommes armés sur une moto. J'ai compris tout de suite qu'ils voulaient tuer mon mari. Je lui ai crié « Baisse-toi, ils vont tirer !» Le meurtre du juge, c'était de la routine. C'était très simple. Il n'y avait pas de garde du corps. Pour tuer le docteur Gustavo, nous n'avions pas besoin de 300 voitures ou d'un hélicoptère. Une moto était suffisante. Sa voiture n'était pas blindée. Il était vulnérable. Le tueur tire et boum, c'est fini. Ma tête et mon visage ont été touchés par des fragments d'os. Les balles ont explosé son cerveau, déchiré son oreille. J'ai fait un effort pour le lever, pour le retirer et le mettre sur un côté. J'ai vu qu'il était mort. Je ne pouvais rien faire. C'est à cet endroit-là qu'il a été assassiné. Nous étions en train de rouler sur cette route et notre voiture s'est arrêtée là. Je le regardais, le secouais, je n'arrivais pas à croire qu'il était mort. La douleur était horrible, indescriptible. J'ai même pas senti les balles. Ce n'est qu'après être sortie de la voiture que je me suis aperçue que du sang jaillissait de mon dos. J'ai vu que mes bottes se remplissaient de sang. Je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas son sang, mais le mien. J'ai été emmenée à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils étaient très inquiets. Ils ont essayé de sauver la vie du bébé. J'étais enceinte à cette époque. À la guerre, il ne faut pas penser de la même façon qu'en temps de paix. Si Pablo Escobar vous ordonne de tuer un juge,
alors que sa femme enceinte est avec lui, vous devez le faire. Avant d'extraire les balles, les médecins se sont assurés que le bébé était vivant. Oui, son cœur battait, mais elle ne bougeait pas. Ensuite, j'ai été examinée tous les jours pour s'assurer qu'elle était en vie. Elle est née prématurément. Seulement 40 jours après l'assassinat. Mon mari recevait des appels téléphoniques ainsi que des lettres et des fleurs. Ils lui ont dit qu'il lui réglerait son compte vers décembre. Il l'intimidait de toutes les manières possibles, mais il n'a pas fait attention. Ils ont pris des photos de la maison, des enfants, de lui. Ils savaient déjà que nous avions 2 enfants et connaissaient leur apparence. Je lui parlais, les menaces qu'on recevait me terrifiaient, mais je le soutenais et l'ai amené au travail moi-même jusqu'au dernier moment. C'était irresponsable de ne pas faire une priorité des enfants et de leur sécurité. La mienne est comprise. Je respecte la position de mon père, mais j'aurais préféré en avoir un. Angelita, qui soit là, c'est mon avis. C'est irresponsable de mettre en danger tes enfants. Tu connaissais ton père. Quand on a commencé à recevoir des menaces, il était prudent et ne sortait pas, Il ne sortait si ce pas. n'était pas nécessaire. Nous ne savions pas si cela avait un sens de sacrifier sa vie pour le bien de la patrie. Cela en valait-il la peine? Il croyait que la patrie, l'honneur et la justice La justice. étaient plus importants que la famille. Exact. Ton père était un homme extraordinaire. Je ne l'ai pas connu. C'est vrai. Peut-être, mais ça en valait la peine. Il est mort. Je ne dis pas que cela en valait la peine. J'ai perdu mon mari, mon ami, mon professeur. Il était tout pour moi. Ça n'en valait pas la peine, mais il croyait que si. Pour moi, il est profondément effrayant que cet homme soit dans la rue. Ça me fait peur. Mais en même temps, il a payé pour ce qu'il a fait avec sa peine de prison. J'ai peur. Je ne voudrais pas le rencontrer, même s'il ne savait pas qui j'étais. Il ne me fait pas seulement peur. Il me dégoûte. Il me répugne. Les gens m'aiment. Pourquoi? Non pas parce que j'étais un tueur, mais parce que j'ai réussi à changer. Même quand je faisais partie du cartel d'Escobar, je ne faisais pas de mal aux gens ordinaires. Mais une guerre est une guerre. Les gens m'aiment bien, ils veulent des photos. S'il y a quelqu'un dans la foule qui veut me tuer, c'est son problème. J'en ai rien à faire. C'est ainsi à cause d'une ignorance crasse. C'est un stéréotype hollywoodien qui marche. Comme si c'était une star du film Fast and Furious. C'est ainsi qu'il voit Popeye. Mais c'est un assassin de la vie réelle. Il tue comme dans les films. Il torture comme dans les films. Et il vit comme s'il était à Hollywood.
Et c'est à cela que notre société, que ces jeunes veulent ressembler un jour. Bonjour, je lis un livre que vous m'avez donné. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, merci. Ça vous plaît? Oui, c'est excellent. Une photo avec la señorita? Je vous le dis, ignorer est la meilleure chose à faire. Ensuite, vous n'avez pas le temps pour la haine, pour l'amour ou toute autre pensée. Vous devriez l'ignorer. Vous ne devriez pas accorder d'importance à un homme pareil. Je suis si contente de vous voir ici. Je ne pensais pas vous voir ici. Merci, j'en suis très heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pendant mes 30 mois de liberté, j'ai rencontré des milliers de personnes. Je suis soutenu par des gens de toutes sortes. J'ai été attaqué par des femmes à 3 reprises. Pourquoi m'attaquer dans la rue? S'ils veulent me blesser, ils devraient me poignarder ou me tirer dessus. Ils sont trop intelligents. Ils ne le font que près des caméras. Ils essaient de me provoquer parce qu'ils savent que je suis en liberté conditionnelle. Nous vivons dans une société pleine de haine. Il y a beaucoup de gens bien, mais aussi pas mal de méchants. Moins de méchants que de gens bien. Il y a ceux qui veulent que je retourne en prison. Il lance une série sur la vie de Popeye. Je demanderai à tous les Colombiens d'éteindre leur téléviseur lorsqu'elle sera diffusée. Nous sommes de plus en plus dégénérés. Au lieu d'étudier l'histoire de ceux qui ont construit ce pays, nous nous concentrons sur les personnes qui ont contribué à le détruire. J'avais 10 ans quand j'ai vu ces images, je m'en souviens très bien. Ce jour-là, j'ai compris que parmi les corps dans ces sacs, il y avait celui de mon père. Les médias ont dit que tous les corps avaient été déchiquetés. Il y a quelques années, Gonzalo a fondé une association pour commémorer les victimes de cette attaque terroriste. Il a même quitté son métier afin d'enquêter sur ce cas encore entouré de mystères. Des témoins ont disparu, certains ont été assassinés, certains ont changé de nom, d'autres ont immigré. Ceux qui sont encore en vie ne veulent pas aider à résoudre le crime. Les preuves ont disparu et il est maintenant très difficile d'établir la vérité. Popeye a organisé l'attentat d'Avianca où sont morts nos proches. Premièrement, nous avons organisé un rassemblement de protestation contre sa libération. Nous croyons qu'il n'a pas complètement purgé sa peine et qu'il a été libéré trop tôt. Après sa libération, j'ai commencé à recevoir des menaces et il est devenu clair que tout cela venait de sa part. Rencontrer Popeye est important pour moi. Cela me permettra de parler de tout ce que j'ai gardé en moi depuis de nombreuses années. Peut-être le jour où je rencontrerai Popeye sera le jour le plus difficile de ma vie. Merci mon ami. Laquelle est la mienne? Regardez ma médaille d'argent. Voici 2 autres appartenant aux gens que représentent ces gars.
Et celle-là, c'est la mienne. Une star de YouTube. Oui, je suis une star grâce à mon travail. Mais d'abord, grâce à Dieu. Je travaille très dur. Ma chaîne existe parce que les gars ici m'aident. Chaque mois, j'ai plus de 1000 nouveaux abonnés. Ça tourne. Ma famille Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bonjour et respect. Parlons de la grave corruption dans la République de Colombie. La corruption nous tue tous. Mon pays m'inquiète, car 99% des politiciens colombiens sont des rats. Pour les politiciens, être bandit, c'est un honneur. Les gens en ont marre de ces misérables politiciens qui apparaissent à la télé, sur la radio. Pas besoin d'une enquête sur le vol, mais je peux influencer la situation. Les gens me font confiance parce que je ne suis pas ambitieux. Je veux entrer en politique. Je m'attends à ce que vous souhaitiez une Colombie unie, que nous nous initions tous contre le gouvernement colombien et contre la corruption en Colombie. C'est très important. Je vous embrasse, c'est moi qui vous parle, Popeye de Medellín, le général de la mafia. Après avoir mis en ligne un autre manifeste politique, Popeye nous emmène dans les montagnes pour voir une prison inhabituelle. Il y a passé près d'1 an avec Pablo Escobar, au début des années 90. Regardez, 4343 vues en 60 minutes. 561 j'aime et 5 je n'aime pas. Nous ne visitons pas la prison tout seuls. 2 hommes à moto nous accompagnent. À la dernière minute, Popeye a décidé que nous avions besoin de garde du corps. Pourquoi les gars viennent-ils avec nous? Pour la sécurité. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller seul. Ce sont mes amis. Ils travaillent comme garde du corps et ils m'accompagnent. Le fait de ne pas être accompagné est totalement irresponsable. Lydia, vous, votre réalisateur et votre ami prenez le même risque que moi. Ils ne sauront pas que vous êtes des réalisateurs russes. Ils vont tirer d'abord et chercheront à savoir ensuite. En 1991, Pablo Escobar a conclu un accord avec le gouvernement colombien. Son extradition vers les États-Unis a été annulée et en retour, Escobar a mis fin à son règne de terreur et a été mis en prison, qu'il s'est construit lui-même. En vertu de ce même accord, la police et les troupes gouvernementales ne sont pas autorisées à se trouver à moins de 3 km des locaux. Tout a changé. Il y avait un terrain de football ici, une zone de jeu, un billard, une table de ping-pong, un gymnase, tout. Ma cabane était là. C'était ma cellule. C'était une fausse prison, pas une vraie prison. Nous l'avons prise pendant la guerre. Il y avait des prostituées, de l'alcool. Le patron ne permettait que la marijuana, pas de cocaïne ou d'autres drogues. Nous avons fait de notre mieux ici. Le plus important est que c'était le QG du cartel de Medellín. Le trafic de la cocaïne aux États-Unis était contrôlé à partir d'ici. C'est une maison de retraite maintenant. Le gouvernement a saisi la terre et a fondé une maison pour les personnes âgées ici. Elle est gérée par l'église, ils ont un moine. Voilà les personnes âgées. Je suis très heureux d'être ici. Escobar avait plus de 3000 tueurs, mais je suis le seul à avoir la chance de revenir. Je suis heureux, c'est une bonne chose. Je ressens la présence du patron. Nous avons combattu, vécu et fait la guerre ici. Nous avons trompé les Américains et l'armée colombienne. Ici, à l'intérieur de la prison, nous avons tué 2 partenaires d'Escobar. Nous ne les avons pas torturés, c'étaient des amis. La mafia torture seulement les traîtres et quand nous avons besoin d'informations. C'étaient des hommes riches et puissants, nous ne pouvions donc pas les humilier. Par respect, nous leur avons tiré 2 balles dans la tête. Ensuite, nous les avons démembrés et brûlés à cause de leur terrible trahison.
Comment ça va? Ça va. Jairo Velázquez. Gonzalo Rojas. Ça va bien? Ça va, merci. Êtes-vous arrivé aujourd'hui? Non, hier. Je suis le seul à vous avoir aidé avec l'affaire Avianca. Le seul à avoir donné des informations. J'ai dit la vérité, mais votre avocat m'a attaqué. Ce n'est pas bien, mon ami. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette affaire. Non, parlons de la raison pour laquelle vous m'avez attaqué après ma libération. Écoutez, je ne sais pas si... Je voulais être libre, mais tout le monde voulait que je sois en prison. Je suis le seul qui vous a aidé dans cette affaire. Voulez-vous que je sois en prison pour toujours? Pourquoi? Je vous ai aidé dans l'affaire Avianca contre mon intérêt. Je doute que vous l'ayez fait contre votre intérêt. Écoutez, je préférais que vous admettiez votre culpabilité dans l'affaire Avianca. C'est mieux pour moi que l'idée de vous voir en prison. Je m'en fiche du temps que vous allez passer en prison. J'ai besoin de la vérité. Non, non, non. Vous voulez que je retourne en prison. Vous êtes à 100% contre ma liberté. Dites-moi comment, par exemple... Écoutez-moi. Quel est le lien entre le chef de la sécurité de Gaviria et le cartel de Medellín? Non. Qui est devenu le directeur de la prison où vous avez purgé votre peine? Non, vous devriez demander à Gaviria. D'accord. Pensez-vous que je suis un idiot? Je ne suis pas irrespectueux à votre égard. Non, moi non plus. Vous devez me respecter. Vous aussi, vous devez me respecter. Ai-je été irrespectueux? Eh bien, Don Jairo, je voulais vous rencontrer en personne pour vous regarder dans les yeux et vous parler. Si vous étiez un homme honnête vis-à-vis de moi, ou du moins poli, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes un mauvais médiateur. Ok. D'accord, alors, ok. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venu ici parce qu'ils m'ont invité, et je pensais que vous vous comporteriez différemment. Vous attendiez à ce que nous soyons amis? Non. Comment serait-ce possible? Vous pensez que je suis gay ou quoi? Je ne le suis pas. Essayez de comprendre. Quand un homme passe 23 ans et 3 mois en prison, vous êtes des victimes? Là, vous en avez une autre. J'ai passé 23 ans et 3 mois dans une cellule. J'ai payé pour ce que j'ai fait. Les médias étrangers ont déclaré que je ne devrais pas être libéré. Regardez, j'ai complètement changé de vie suite à ma libération. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai reçu des menaces. Je ne sais pas si c'était vos amis. Emmenez-moi devant la justice alors. Vous êtes inacceptable en tant que médiateur. Vous êtes un homme méchant avec un cœur mauvais. Vous persécutez quelqu'un qui a passé 23 ans en prison. Pensez-vous donc que vous êtes innocent? Non, non, je suis coupable. Est-ce notre faute si vous avez passé 23 ans en prison? Non, mais vous posez des questions sur la légalité de ma libération. Vous ne pouvez donc pas être un médiateur. Laissez-moi tranquille. Vivez votre vie, je vivrai la mienne. Parfait. Nous n'avons plus rien à nous dire. Rien.
Quand j'ai regardé Popeye dans les yeux, j'ai vu que cet homme n'avait aucun remords pour la douleur qu'il avait infligée à des milliers de Colombiens. Il ne comprend pas l'agonie de notre deuil. Il n'est même pas capable de ressentir la douleur de perdre un être cher. Je pense qu'il parle seulement de choses qu'il a entendues quelque part. Je ne pense pas qu'il ait été une personne clé dans le cartel de Medellín. Il l'a commercialisé, il veut que les gens regardent ses séries télévisées et achètent ses livres. Je ne pense pas qu'il ait de remords pour ses crimes. Un homme vit par ses enfants. Dieu merci, mon fils est aux États-Unis, à New York, dans un pays civilisé. Ce n'est pas la même chose que le tuer ici en Colombie. À New York, ce sera différent. Il sait que son père est un tueur. Il l'accepte. Il était avec moi en prison jusqu'à l'âge de 5 ans. Maintenant, il veut travailler, étudier. Mais s'il veut tuer, c'est à lui de décider. Si quelqu'un, par vengeance, tue mon fils, je ne le pardonnerai pas au meurtrier. Je le trouverai et le tuerai. J'ai mal agi, alors j'ai été en prison pendant 23 ans et 3 mois. Mais si c'est nécessaire, si je suis forcé de le refaire, je retournerai dans le maquis avec plaisir. Reprendre les armes, c'est toujours une option.